Je m'appelle Martina Bozza et je fais en partie de cette groupe. La thématique aujourd'hui, c'est l'appel à la durabilité pour une filière café résistant. Et alors, bien sûr, on aimerait aussi remercier beaucoup notre orateur éminent, Honorable Patricia Hermine Tomaino Gioia, Chairwoman of Akron Gender Committee, bienvenue. Monsieur Emmanuel Diaz, de Swiss Water Caffeinated Coffee, bienvenue, Emmanuel, vous aussi. Et Monsieur Stéphane Comar, président de la Specialty Coffees Association de France. Bienvenue, Stéphane. Les house rules sont un peu les mêmes de la semaine passée. Alors, s'il vous plaît de garder les microphones pas actifs, au moins que pendant les sessions Q&A, question and answer, où on peut participer. Vous avez aussi l'option dans Zoom de lever la main pour prendre la parole et poser des questions. Et il y aura des séances de maximum 15 minutes pour orateur, suivi chaque fois d'un moment pour échanger pour les questions, les commentaires, et on fera ça aussi un petit peu à la fin. Et là, je aimerais, avant de commencer la séance, lancer un tout petit pool. Peut-être la host de la séance me peut aider là. À lancer un pool pour commencer. Bon, là, je suis informée de la régie que le pool, ça va arriver un petit peu plus tard. Alors là, je pense qu'on est prête pour notre premier orateur et on va donner la parole alors à Monsieur Emmanuel Diaz de la Swiss Water Decaffeinated Coffee. À vous la parole, Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'ai fait une petite présentation, mais c'était plus pour soutenir ou pour, comment dire, supporter la discussion. J'ai un petit problème de... Ah ben voilà. Ah ben là voilà. Donc, quand on m'a contacté pour parler de la durabilité, je me suis d'abord dit, bon, on fait partie d'une société, enfin, je fais partie d'une société qui travaille dans ce sens avec un choix délibéré d'essayer d'améliorer la façon dont on travaille. Mais je me suis surtout dit, quelles sont les personnes qui sont amenées à regarder ce webinaire, et donc c'était organisé par la CRAM, donc plutôt orienté vers le fermier, vers les associations de fermiers, mais aussi sans oublier le reste de la filière. Alors je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est que la durabilité? Donc la slide suivante. Qu'est-ce que c'est que la durabilité quand... alors, attendez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Vous pouvez mettre voilà. Merci beaucoup. Donc la durabilité, dans sa définition de base, sans aller essayer d'être plus précis ou plus relié à l'agriculture, etc., c'est le caractère de ce qui est réalisé selon les critères de développement durable. Et le développement durable, c'est un mode de développement veillant au respect de l'environnement par une utilisation prudente des ressources naturelles afin de les rendre durables dans le long terme. Et ensuite, le deuxième mot du thème, c'était la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Pareil, je suis allé bêtement sur le Larousse et j'ai regardé la définition. C'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. En gros, c'est est-ce qu'on peut accepter les chocs et continuer, aller de l'avant. Next slide. Alors, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, pourquoi on est amené à se poser ces questions, c'est parce que c'est des questions qui prévalent depuis
plus de 40 ans maintenant, mais de plus en plus, les 15-20 dernières années, comme tout le monde a pu le voir, on voit qu'on a une utilisation, une consommation, des émissions de gaz à effet de serre, type émissions de CO2, mais pas uniquement, qui sont au-delà de ce que la planète peut régénérer ou produire ou absorber durant une année. Grosso modo, on utilise nos ressources en moins de 8 mois. Enfin, un peu, alors, vous voyez là, le petit courbe que j'ai utilisé le charts fourni par le Global Footprint Network qui indique, qui a fait ce calcul qu'on utilise toutes nos ressources. L'année dernière, c'était au 1er août. C'est-à-dire qu'au 1er août, on a tout consommé. Et donc, on vit à crédit depuis 40 ans. On vit à crédit depuis 40 ans et ça s'aggrave tous les ans, c'est-à-dire qu'on augmente le crédit tous les ans. Sauf cette année, car le Covid semblerait avoir offert une accalmie de quelques jours. On parle du 22 août maintenant, par rapport au 1er août l'année dernière. Mais grosso modo, le constat, c'est ça. Et le deuxième constat, ce qu'on entend aussi, le deuxième constat, c'est le réchauffement climatique qu'on entend. Et alors, vrai ou pas vrai, la question n'est même pas discutable. Elle n'est même pas discutée. Il y a un réchauffement climatique. Ce qui est discuté par certaines personnes, c'est est-ce qu'on est les provocateurs de ce réchauffement climatique ou est-ce qu'il est naturel? Je ne rentrerai pas dans le débat, mais je pense qu'on est tous, enfin tous, non, mais bon, je ne rentre pas dans le débat. Donc voilà, ça c'est le climat dans lequel on est, c'est l'environnement dans lequel on est. Il y a un vrai problème, un vrai topic, un vrai sujet de discussion de comment on peut produire, vivre, consommer en améliorant la chose, parce que la situation n'est pas durable, n'est pas sustainable. Next slide. Maintenant, si on se met un peu plus dans le domaine du café, on est dans un contexte, donc là je parle du contexte plus propre au prix et production, enfin environnement vraiment typique café. On est dans un contexte de volatilité très forte, de beaucoup d'incertitudes et de concurrence croissante entre les origines, notamment avec l'explosion des productions au Vietnam depuis 2000, l'explosion, enfin la part grandissante de la production au Brésil. Donc on voit bien que les gros producteurs, on a 2 pays qui représentent plus de 50% de la production mondiale, et que dans ce contexte-là, les autres pays doivent offrir, si ce n'est la commodité, c'est quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ça peut être une qualité supplémentaire, une traçabilité supplémentaire, une transparence supplémentaire, une façon de travailler supplémentaire, meilleure, plus durable, ou une qualité qui soit incroyable, ou tout simplement une spécificité que les autres ne peuvent pas offrir. Ou alors, il faut qu'ils rentrent dans le range. Ah, pardon, celle d'avant encore. Oui, j'avais mis ce slide parce qu'il est assez important. Le deuxième, c'est qu'on vit dans un marché qui a une année sur l'autre un surplus et l'année d'après un déficit. Mais là, on est rentré dans un risque d'avoir 3 années de suite de surplus, puisqu'on va avoir probablement une baisse de consommation mondiale qui va se transformer par un surplus à nouveau cette année. Donc ça c'est l'environnement prix et supply demand, offre et demande dans lequel on opère en ce moment. Je rentre pas dans le détail, on pourrait y aller, mais c'est pas le but. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une crise de prix
Et moi, je pense qu'en fait, si on se met dans le... Bien sûr, il y a un problème de prix, mais je crois que le plus gros problème auquel on est confronté, auquel le fermier, le producteur est confronté, c'est pas uniquement le prix. Évidemment, le prix, c'est le problème quotidien, mais c'est un problème de confiance qui fait que l'accès au marché, l'accès à la négociation de prix ou à la fixation du prix ne se fait qu'à la dernière minute, à la seconde où on vend. Et ça, à mon avis, c'est le plus grand problème auquel on doit faire face. Prochaine, voilà. Et d'un point de vue consommation, dans quel contexte sommes-nous? On a une envie grandissante des consommateurs de consommer avec un certain sens. Je ne dirais pas du sens toujours, mais en tout cas avec un certain sens. On est devenu, le consommateur est devenu je consomme donc je suis. Et pour ce faire, bah oui, si on ne contente pas d'acheter et de jeter, maintenant on essaie en fonction de ses propres désirs, de ses propres envies et émotions, on va placer la praticité, on va placer un certain nombre de critères qui vont nous permettre de consommer en fonction de nos émotions, de manière à être un peu plus de consommer des produits qui sont bons pour moi, éventuellement des produits qui sont bons pour la planète, et le paroxysme, ce serait d'avoir les deux, qui soient bons pour moi et bons pour la planète. Et tout ça en prenant soin de faire attention à notre capacité de dépenser, la compréhension des choses, le savoir, la transparence qu'on a des produits, la praticité et évidemment le prix, le rapport prix. Et c'est assez important car c'est en fonction des émotions. Alors tout le monde ne passe pas ses émotions dans le café, mais on a vu le développement extrêmement véloce du bio. On a vu dans les 30 dernières années, on a vu le fair trade, le commerce équitable se développer sur ces bases-là. Bien sûr, il y avait un problème de prix, donc il y a eu une solution qui a été trouvée, et je pense que Stéphane Commun en parlera beaucoup mieux que moi après, car c'est un domaine qu'il connaît très très bien. Et on a vu se développer un nombre de ce qu'on appelle de corporate social responsibility, donc des mesures qui visent elles ne sont pas directement liées à la durabilité, mais elles ont une connexion certaine. C'est-à-dire que dans les programmes des sociétés, pour essayer d'avoir une responsabilité sociale, ça se traduit souvent par des programmes de durabilité, des façons d'acheter différentes, des façons de produire différentes aussi. Donc ça, c'est le contexte consommation dans lequel on est et qui, je vous montre dans la slide d'après, on a vu donc ces développements. Alors, c'est pas uniquement pour un pays, hein, il y a plusieurs pays, ça dépend des pays, c'est pas one size fit all, c'est pas un modèle pour tout le monde, que ce soit pour la sustainability ou la durabilité, ou voilà, ça dépend, je vous dis, des cultures, ça dépend de l'émotion, ça dépend des spécificités culturelles, des spécificités régionales en termes de consommation, etc. En France, on a vu que le bio a explosé, on a vu qu'il y a eu une explosion du nombre de produits, c'est aux États-Unis, sur lesquels on faisait on précisait qu'ils n'étaient pas artificiels, qu'ils étaient clean, ou qu'ils avaient moins de ingrédients pour que ça soit simple, voire qu'ils soient complètement durables, enfin complètement, dans une logique durable. Donc ça nous montre un peu le terreau des consommateurs. Et c'est assez important pour le sujet qui nous intéresse, c'est comment appel à la durabilité pour une résilience de la filière café, pour une filière café résiliente. Alors, la next slide.
Donc, avec ce contexte, tout le monde parle de la durabilité, tout le monde parle du problème de réchauffement climatique, on consomme trop, mal, on jette, on utilise toutes les ressources de la planète beaucoup plus vite qu'on ne peut les régénérer. Donc la durabilité, elle est un peu inévitable. On ne peut pas ne pas y penser, on ne peut pas ne pas avoir une action vers un développement durable ou vers une production durable ou vers une consommation durable. Mais comment? Évidemment, c'est inévitable, mais en même temps, c'est pas forcément si simple. Il y a des challenges, il y a des barrières. On va avoir différentes manières pour aller vers une production durable, une filière café durable, consommation, production durable. Donc, il y a le système des certifications de certains programmes. Donc, les certifications, on va parler de Max Havelaar, Fairtrade, commerce équitable. On va parler de certification bio. On va parler de certification OOTS ou Rainforest qui ont fusionné. Il y a des programmes de vérification type 4C. Bon, tous ces programmes-là, ils ont un coût de mise en place qui est direct. Et parfois, ils ont un coût indirect, c'est-à-dire que sur du bio, on va, par exemple, on va avoir une perte de rendement. C'est un coût indirect, enfin, il est presque direct. Le temps de revenir à un niveau, parce que les sols ont été appauvris entre-temps et que ça prend beaucoup de temps de remettre. Donc, il y a le coût direct de la certification, le coût direct de la perte de revenus, puis il y a le coût indirect le temps que ça met de se remettre en marche et d'autres coûts indirects induits. Et puis, il faut prendre en compte les pratiques, le contexte économique, évidemment, ce que je viens d'expliquer, mais le contexte social, le contexte culturel. Dans certains pays, on n'imagine pas produire en changeant complètement de façon de faire. Par exemple, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle il y a Patricia, Hermine Patricia, qui va venir parler donc du genre. Bon, ben ça, dans certains pays, c'est culturellement pas facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça se met pas en place, ça se met en place, mais ça peut prendre du temps. Et donc, il peut y avoir des freins. Mais une autre barrière, c'est qu'il faut répondre à une demande qui serait déjà existante ou qui pourrait être à venir. Donc, dans le cadre du café Robusta d'Afrique ou de Madagascar, à quel besoin répondent ces cafés? À quelle demande de durabilité répondent ces cafés? À quelle demande, même ne serait-ce que de consommation de café, vers qui se tournent ces cafés? Et ça va déterminer, ou ça peut déterminer quelle marche à suivre, quelle certification ou programme ou action mettre en place pour la durabilité. Et ensuite, il faut pouvoir avoir une visibilité à moyen terme, court, moyen et long terme sur ce qu'on pourrait avoir comme retour. Et il faut donc l'entrevoir et puis après négocier et convaincre les acheteurs de ces cafés qu'on va dans le bon sens et que ça nécessite une prime ou ça a un coût et donc il faut payer ce coût. Et donc dans tout ça, il y a quand même beaucoup de fois la question éternelle du financement. Qui va pouvoir financer ça? Il est évident qu'un producteur, un fermier qui a moins de 2 hectares, moins d'1 hectare, moins d'un demi-hectare, ne peut pas payer sa certification seul. Et donc, les producteurs nécessiteront, le producteur nécessitera de s'appuyer soit sur le plan international, régional ou local, mais sur des ONG, des agences locales, des fondations ou des partenaires, donc les coopératives les plus locales, des exportateurs, des négociants ou même des torréfacteurs. Donc tout ça, ça soulève aussi la question de bien connaître son marché. Et souvent, le producteur ne connaît pas l'utilisation finale de son produit.
généralement, l'information s'arrête Borchamp, ou on va dire éventuellement jusqu'au 1000. Voilà. Et donc, cette information n'étant pas disponible, comment faire? Voilà, manque d'information, manque de financement, certainement le regroupement coopératif, le support d'agences locales, d'agences de développement, d'agences de support de la caféière qui ont la clé, une partie de la clé. Prochaine. Voilà. Quelles solutions? Bon, je les ai évoquées tout à l'heure. Il y a un certain nombre de certifications possibles, de vérifications possibles, qui sont plus ou moins connus, mais qui fonctionnent, qui existent. Est-ce qu'ils répondent à tous les besoins de durabilité? Oui, non, peut-être. La question est pas là. Ça existe. Ils répondent certainement pas. C'est pas one size fit all encore, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Mais ces modèles existent et ils présentent l'avantage, c'est d'avoir déjà un marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de refaire, de tout refaire. Mais ils ont un coût non négligeable pour la mise en place, en tout cas. Et ensuite, il y a des programmes, des initiatives et surtout l'incorporation, l'ingurgitation d'informations, aller chercher des informations pour comprendre le marché. Voilà. Donc là, je dis quelque chose qui est assez banal, ensemble on est plus fort. Le développement des coopératives est certainement un des points clés sur le développement de certaines certifications, car on peut plus facilement subventionner ou payer, financer la certification quand on passe par des coopératives ou par des agences. Ensuite, il y a des programmes spécifiques privés qui sont de relations plus directes entre des torréfacteurs et des programmes type Café Practice, Starbucks ou Nespresso Triple A, mais aussi avec tout simplement un négociant partenaire ou un exportateur partenaire avec lesquels on a des relations de travail durables qui vont permettre de mettre en place une solution plus adaptée. Lui, parce que peut-être ce fournisseur ou ce torréfacteur ou ce négociant savent ce qu'ils veulent, savent selon le client final pourrait avoir besoin. Il y a des programmes plus globaux comme le Sustainable Coffee Challenge et comme le Global Coffee Platform qui regroupent certains des acteurs dont on a déjà parlé. Et ensuite, il y a une organisation qui s'appelle le World Coffee Research, à laquelle le Swiss Water participe, que Swiss Water supporte, mais dont le but est de développer la recherche pour produire de manière, on va dire, savante. C'est-à-dire, entre guillemets, on ne va pas mettre un geisha dans toutes les plantations du monde juste parce que ça s'appelle geisha. Non, on va faire une étude de terrain, on va faire une étude de génome, une étude de réaction au climat pour choisir la variété qui peut s'adapter le mieux au sol sur lequel on est en train de faire l'étude. Donc, ils font pas ça, ils ont travaillé sur le génome de l'Arabica, une étude qui a été publiée ouvertement, c'est un open source, pour aussi faire avancer le débat. Voilà, donc, allez sur le site du World Coffee Research, il y a un grand nombre d'informations, et il marche on va dire, un pipeline de à peu près 4 angles d'attaque. Un premier angle qui est vraiment de la recherche et développement, c'est le laboratoire. Un deuxième angle qui est du breeding, c'est de faire un breeding, j'ai perdu mon mot en français, mais c'est de faire des variétés mais sans faire de modification génétique, hein, tout simplement en faisant des... J'ai perdu le mot, mais vous m'avez compris. Et ensuite, il y a le nurseries, les endroits où on va faire pousser les plants avant de les distribuer. Et le dernier point, c'est de le mettre
en zone, en action en réalité sur des fermes. Alors ils ont 300 projets en cours qui travaillent avec certains exportateurs qui sont peut-être présents, ou des coops ou des maisons de négoce. Et enfin, il y a cette Sustainability Map de l'International Trade Center qui est aussi une ressource incroyable d'informations. Et ensuite, oui, bon, ensuite, non, bon, le reste, c'était plus sur l'approche durable de Swisswater, mais ce n'est pas forcément complètement adapté au débat ici. Mais grosso modo, on parle de quoi? On parle de savoir, comprendre quelle est la demande, quelle pourrait être la demande dans un environnement global qui demande de toute manière qu'on fasse mieux, qu'on améliore les choses, et avec un moyen aussi d'améliorer d'améliorer le revenu, car c'est quand même un petit peu le gros problème qui a été évoqué avant. Et d'ailleurs, je vous invite à voir le webinaire de la semaine dernière avec Shahini Rezan, qui a fait une très très belle présentation justement sur la qualité, et je crois que ça répond à beaucoup de choses sur la durabilité, puisque la durabilité passe sur un modèle économique qui est viable et de pouvoir répondre aux attentes du client par la qualité. La qualité, ça veut pas, on ne pose pas forcément une qualité arabica par rapport à une qualité robusta, pas de raison de les opposer, mais il y a des attentes des clients, et donc je trouve que cette présentation est très bien. Donc voilà, bon, c'est un peu général, mais ça donne les bases. Le but, c'est de savoir un petit peu quelle est la demande du consommateur, quelle est la demande du négociant, ou quelle sera sa demande à terme. On peut effectivement être un peu proactif parfois. Il y a eu des gens qui sont dans le marché avec des idées nouvelles. Quand le fair trade est arrivé, ça n'existait pas. Et il y a bien quelqu'un qui l'a mis en avant. Et ce n'était pas encore la demande des consommateurs. Et puis aujourd'hui, c'est le succès qu'on connaît. Voilà. Bon, je rends la parole à Martina. Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Emmanuel. C'était vraiment une très belle introduction, présentation à cette séance. Merci aussi pour la référence à la séance de la semaine passée. En fait, comme vous avez bien dit, toutes les séances sont après made available sur le site du Centre de commerce international, sur le canal YouTube. Et merci aussi à les participants qui, je vois le nombre, donc le nombre, je vois, il grandit pas mal du début. Je me réjouis cette semaine d'avoir parmi nous encore une fois le président de l'ACRA, M. Anselme Bouton, bienvenue, et à tous les partenaires, tous les membres de l'ACRAM, bienvenue. Je pense qu'on a le temps pour un ou deux questions. S'il y a des questions pour M. Dias, j'aimerais donner la parole aux participants. On a reçu déjà par email une question par rapport à l'accès, par exemple, au iSeed, Hybrid Seed, que vous venez de mentionner. Je pense que le mot que vous cherchez, c'était hybride. Et l'accès... Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Sinon, pendant que les gens pensent à les questions, on va lancer un poll. Alors, vous voyez le poll dans votre écran. Et pendant qu'on fait ça, vous pouvez aussi taper les questions sur la chat. Merci. On voit beaucoup de réponses qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Par contre, je ne vois pas les questions qui arrivent. Ah oui. Bonsoir, Monsieur Diallo. Je vois dans la chat que vous avez écrit.
On a une question, comme je disais dans l'email, par email arrivé, qui demande quand on veut améliorer la qualité, la soutenabilité, comment on peut partager, suivre l'expérience des autres. Alors peut-être c'est plutôt une question pour ACRAN, pour les membres de l'ACRAN, comment ça fonctionne le partage d'informations et d'expériences. Monsieur Bouton ou Emmanuel, est-ce que vous voulez répondre? Oui, comment on peut, vous pouvez me répéter la question, c'est comment on peut matcher la qualité et la durabilité en regardant, en s'appuyant sur ce que font les autres, c'est ça? Oui, oui, comment on peut favoriser le partage d'informations, surtout pour les nouveaux. Là, dit, on est un nouveau et on a 4 hectares qui nous aimeront consacrer à la culture de café. Alors, pour les nouveaux entries, comment on peut entrer un peu dans les mécanismes, partager tout? Je pense que, comme toujours, ça commence par une étude de marché et quand c'est possible. Donc, quand il est possible ou quand on a les moyens de faire une étude de marché, il faut commencer par ça. Et l'étude de marché, c'est les concurrents directs, c'est-à-dire l'environnement proche qui produisent la même chose. C'est la demande. Et puis, c'est les concurrents un petit peu plus loin. Si je suis producteur en Côte d'Ivoire, je produis du Robusta. J'étais un des plus gros, le Côte d'Ivoire était le plus gros producteur de Robusta il y a un certain nombre d'années maintenant. Il est passé à environ 2 millions de sacs maintenant, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça va dépendre des années par an. Quel est mon concurrent en direct? Bon, éventuellement c'est le pays voisin, ou ça peut être tout simplement si je suis une ferme, ça peut être la ferme d'à côté. Et concurrent un petit peu plus lointain, ça va être le Vietnam, ça va être l'Ouganda, ça va être l'Inde. Qui d'autre produit du Robusta? Et donc, avant de pouvoir dire qu'est-ce que je dois faire pour répondre, pour faire de la sustainability ou pour faire de la durabilité, il va falloir regarder à qui je peux vendre, qui sont les potentiels acheteurs de tel ou tel café et qu'est-ce qu'ils attendent. Un des gros avantages du Vietnam, c'est qu'il produit des très larges quantités avec une assez grande stabilité de la qualité d'un produit à l'autre. Je ne parle pas de bien ou mal, je parle juste c'est assez linéaire en termes de qualité. Et donc, c'est très pratique pour un industriel de trouver ces grosses quantités stables avec peu de variabilité qui vont permettre de faire un produit justement qui va être stable et répétable. Donc, on va regarder, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a exactement la même typicité? Oui, non. Donc, déjà, première question. Et ensuite, on peut essayer de voir si on ne peut pas jouer sur le même terrain, parce qu'en termes de quantité, on ne les a pas. Si on ne peut pas jouer sur le même terrain, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus? On peut offrir peut-être une qualité du double and picked, où on a vraiment fait une très beau tri. Ça pourrait être une chose. Je sais qu'en Italie, l'Italie achète régulièrement des bonnes quantités de café africain, type Cameroun, par préférence, mais aussi Ivoire, parce que ça leur permettait d'avoir une très belle crème dans l'espresso. Bon, ça, c'est vrai que le Vietnam ne l'apportait pas forcément, donc ça peut être un des points. Mais en termes de durabilité, donc là, on parlait qualité. Maintenant, en termes de durabilité, qu'est-ce que le Vietnam n'offrirait pas? C'est des plus gros volumes, c'est une perte de transparence, une perte de traçabilité. Tiens, est-ce qu'on peut offrir cette transparence et traçabilité depuis une ferme au Cameroun, depuis un groupement de fermes en Côte d'Ivoire? Oui, certainement. Alors, c'est pas fini. Est-ce qu'on peut faire du bio ou est-ce qu'on peut faire du Max Havelaar? Il y en a au Vietnam, évidemment. Mais
il y en a pas tant que ça. Et parfois, il y a une demande. Est-ce que le café vietnamien offre la même typicité gustative qu'un café d'Afrique de l'Ouest? Peut-être un petit peu moins racé, un petit peu plus filler, parce que filler, c'est pour remplir du café de remplissage. On lui demande juste de... Voilà. Et ben, peut-être que non. Donc voilà, qualité, sustainability, on peut, en faisant l'étude du marché, c'est la première chose à faire. On ne peut pas faire autrement. Merci, merci. Oui, j'aime bien votre début d'emphasiser l'étude des marchés, l'importance vraiment d'avoir un vue sur le value chain. C'est super. Je vois, il y a des autres questions dans la chat, mais je suggère, pour garder bien le timeline, alors je vous remercie encore une fois, qu'on passe notre deuxième oratrice. On est très heureuse en fait d'avoir parmi nous, on aura Patricia Hermine Tomaino Mjamjoya, qui est la présidente de la Akron Gender Committee. Et Hermine, Patricia, je vous laisse à vous la parole. Merci beaucoup. Et pendant que vous commencez, je vais partager votre présentation. Merci. Madame Hermine, vous pouvez attendre. Je pense que vous avez le... Madame Hermine, vous avez le... Oui, le microphone. Ça va maintenant? Oui. Ok. Je dois recommencer peut-être ou bien j'ai été suivie jusqu'ici? Oui. Oui. Donc, j'appréciais l'initiative de cette communication pour les informations qui sont partagées. Et donc, mon rôle en mes qualités de présidente de la promotion du comité pour la promotion du genre à Accram vient pour apporter notre contribution en matière de la promotion pour la durabilité et la résilience dans le café. Donc, je ne sais pas si vous partagez mon PowerPoint, je ne vois pas ici. Est-ce que mon PowerPoint... Non, désolé, on a un souci technique qui s'affiche. Okay. Merci. Merci. Voilà, donc on va passer à la deuxième page. Tout l'honneur est pour moi donc de partager mon expérience en tant que productrice, transformatrice, exportatrice et actrice au sein des institutions et organisations de promotion de la filière café. J'ai 51 ans, je suis mère de 3 enfants, je suis propriétaire d'une plantation de café avec mon mari que vous voyez là. Nous sommes avec des partenaires italiens qui étaient venus nous visiter à la plantation pour une offre.
Et je dois dire que mon mari a été rappelé à Dieu le 7 mars dernier. Lui et moi avons grandi chacun de son côté avec des parents qui avaient entre autres aussi une plantation de café. Et donc, on va passer à la page suivante. Nous sommes, donc la page suivante. Nous sommes de l'ouest du Cameroun, dans le Noun. Et le Noun, c'est la région au Cameroun où en même temps on produit de l'arabica et du robusta. Donc, voilà. Et voilà, nous sommes membres d'une coopérative. La page suivante, s'il vous plaît. Notre plantation appartient à une coopérative qui regroupe deux grandes plantations, des petits planteurs, des associations de caféiculteurs. Et donc, ce que nous devons constater ici, c'est déjà que la caféiculture est une culture familiale, voire communautaire dans notre contexte. La caféiculture est une activité pour la plupart qui implique dans les bassins de production l'homme, la femme, les enfants et les autres membres. Et ce que nous pouvons aussi dire déjà, c'est que la pratique et la diversification dans les bassins de production. Parce qu'à côté des plants de café, dont la production est traditionnellement destinée à l'exportation, dans les champs autour des maisons, les familles entretiennent des vergers de maïs, de haricots, d'arachides, de bananes plantains, etc., pour la consommation locale ou alors pour le marché local. Et donc, on se retrouve avec plusieurs groupes de personnes dans un terroir qui sont propriétaires ou qui sont impliqués dans l'exploitation des petites, des moyennes, ou souvent, même si c'est rare, de grandes plantations. Voilà, et donc, la pyramide des âges montrant qu'au moins plus de la moitié de la population est composée de jeunes, des femmes, qui vivent pour la plupart du temps dans les zones rurales où l'agriculture est une activité principale. Alors, la page suivante, la durabilité et la résilience s'invitent. Ici, il est question de pérenniser à travers les strates de base de la société un héritage qui est en même temps socio-culturel, économique, sportif, environnemental. Donc, on va passer à la page suivante. Merci. Et donc, oui, la page suivante. Voilà les constats que nous avons faits après avoir... non, avant, la page avant, s'il vous plaît. Voilà, donc les constats après avoir fait un état des lieux de la femme africaine dans le café, ainsi que les expériences vécues, sont que les femmes se retrouvent très nombreuses au niveau des plantations de café et constituent un maillon essentiel de la production, du traitement, l'entretien du verger, au niveau de la cueillette, lavage, séchage, triage et même de la conservation dans les sacs, dans les magasins. Et si les femmes sont nombreuses au niveau des champs, elles deviennent rares au fur et à mesure que nous remontons la chaîne. Il y en a très peu qui sont négociatrices, il y en a très peu qui sont transformatrices, il y en a très peu qui sont exportatrices, il y en a très peu qui sont baristas, très peu qui sont quality graders. Et dans tous les cas,
les femmes restent discriminées par rapport à certains préjugés socio-culturels. Nous savons tous qu'en plus des travaux champêtres à la maison, il leur revient les tâches domestiques et dans la plupart des cas, elles n'ont pas accès aux terres. Dans la plupart des cas, elles restent celles qui sont les plus analphabètes. Et dans la plupart des cas, elles n'ont pas accès au crédit pour faire face aux besoins et de la plantation et de la famille. Voilà. Donc, prochain tableau. Il y a des mesures durables considérées à prendre qui sont adoptées dans les stratégies pays pour la relance de la filière café et qui sont le plus souvent inspirées des pratiques et des invitations par les organisations ou institutions de promotion de la filière pour garantir la qualité et la quantité. Et ce que nous allons dire ici pour l'essentiel vaut pour avoir travaillé avec ces organisations, en même temps pour l'ITC, le International Women for Coffee Alliance, African Fine Coffee Association, que pour l'ACRAM. Et nous allons nous inspirer donc en particulier des mesures qui sont prises au niveau du comité de la promotion du genre institué par ACRAM dès sa deuxième assemblée générale et dont la principale mission est la mise en place des politiques d'accompagnement ou de renforcement des capacités des femmes à tous les niveaux de la chaîne des valeurs dans la filière. Voilà, notre feuille de route recommande aux pays membres d'élaborer et d'adopter une espèce de National Gender Policy dans le cadre des plans nationaux de développement de la filière café Robusta, une politique nationale qui va donner des orientations en ce qui concerne les appuis institutionnels, financiers ou matériels, la mise en place au niveau national, et c'est très important, d'un regroupement des femmes agissant à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Ça va être un cadre permanent de concertation en vue de favoriser la mutualisation des ressources. Ce regroupement, on peut l'appeler Alliance des femmes dans le café ou comme on veut, mais en tout cas, les dirigeants pourront représenter ou peuvent représenter les femmes des régions productrices de café. Et bien sûr, ces associations sont renforcées par tous les hommes ou les femmes qui représentent les institutions fêtières en charge de la filière café. Et donc, l'ACRAM invite au respect de l'approche genre aussi lors du regroupement des jeunes dans le cadre d'une initiative appelée New Generation qui est initiée par le CICC pour accompagner les tout jeunes à travers des formations et insertion dans la caféiculture. Donc, c'est un projet salutaire dans la démarche du rajeunissement de la force de production, toujours pour la durabilité de la filière. À ACRAM, enfin, nous recommandons les activités promotionnelles des Robusta. On organise, on invite à créer des fêtes de café au niveau local, au niveau national, et à insérer des programmes lors de ces manifestations-là d'éducation, d'information, de promotion du genre dans les dimensions sociales, environnementales, économiques. On demande aussi de faire en sorte que lors des célébrations des journées internationales comme la Journée internationale de la femme, la Journée internationale de la famille, la Journée internationale de la veuve, la Journée internationale de la femme rurale, la Journée internationale du café, etc., qu'on puisse aussi créer des activités pour les femmes impliquées dans l'agriculture.
Et donc, le plus important aussi que Akram a fait, ça a été d'organiser des voyages d'échange des femmes entre pays et les relations avec les partenaires nationaux et internationaux. Les femmes de l'Akram sont venues au Cameroun. On est parti dans les bassins de production, comme vous allez voir sur les photos là. On est à Douala dans une usine d'une exportatrice. Et la deuxième photo, c'est une photo d'un forum important que nous avons eu au Gabon, à Franceville, sur l'approche JAR. Et donc, on a été au Togo, on a été en Côte d'Ivoire aussi, dans le cadre de ces voyages. Et c'est vraiment très important. Et ce que Akram recommande aussi, c'est d'affilier le regroupement des femmes ainsi constitué à International Women for Coffee Alliance. Parce que l'International Women for Coffee Alliance reste le groupement international par excellence des femmes dans le café. C'est la vitrine incontournable pour les femmes en café pour être visibles vraiment sur le plan international dans l'industrie du café. Et International Women for Coffee Alliance a des programmes basés sur l'éducation, la formation, sur les bonnes pratiques culturelles, de gestion, et en tout cas constitue un pont vers les partenaires comme l'ITC. Je me souviens que nous avons été invités par l'ITC pour un projet qu'ils avaient initié en matière de budgétisation JAR. Il était question de promouvoir l'approche JAR dans l'attribution des marchés publics. C'était vraiment des bonnes initiatives. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer encore, on peut passer à la prochaine page. Voilà. Ça, là, c'est des exemples des regroupements des femmes au niveau national. Au Cameroun, nous avons en 2016 créé l'Association des femmes camerounaises dans le café. Et nos activités au début ont consisté à identifier les femmes à tous les niveaux de la chaîne des valeurs, adopter un plan stratégique. Et voilà, il était question de mobiliser et de renforcer les capacités à travers les formations, les bonnes pratiques des caféicultrices, initiation au numérique, bien sûr d'éliminer les discriminations visant au respect du genre. Et on a des projets de renforcement économique des femmes dans la filière au bénéfice des familles et de la communauté. Donc voilà, c'était juste pour montrer un peu comment est-ce qu'on on implique les associations des femmes. Donc, si on peut passer à l'image suivante. Et donc, aujourd'hui, on a face à nous les effets de la crise sanitaire mondiale actuelle. Mais avant cela, considérant qu'à l'origine, la caféiculture était une culture de rente destinée à l'exportation, considérant qu'après les administrateurs de l'époque coloniale, qui eux buvaient du café, les nationaux, qui ne boivent pas nécessairement du café pour diverses raisons, prennent la relève dans les exploitations, les plantations, considérant quand même qu'avec les subventions et l'encadrement de l'État, le café était l'or vert à l'époque. Et le grand intérêt des populations était de s'adonner à la caféiculture parce que ça rendait bien. Et par la suite, avec la crise dans les années 81, 82, 84, avec le désengagement de l'État, la libéralisation des prix, la production a chuté en qualité et en quantité. Les populations ont abandonné les caféiers pour les autres cultures qui étaient moins coûteuses. Mais nous savons qu'il est établi que la demande sur le marché international restera supérieure à l'offre dans les années à venir.
nous pensons que les nécessités de la transformation et de la promotion de la consommation locale impliquent qu'un accent particulier soit mis sur le renforcement des capacités et surtout l'autonomisation économique des femmes à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Donc voilà, nous allons terminer par vous présenter comme un exemple d'un success story. C'est la Maison du Café, une vitrine pour la consommation du café que nous avons ouvert à Yaoundé et qui est restée vraiment une idée géniale. Voilà. Donc, c'est une valeur ajoutée pour les produits locaux. C'est une opportunité pour les jeunes parce qu'on forme les jeunes au métier de barista et c'est vraiment intéressant de voir que les personnes qui entrent reviennent et aiment bien le café et souhaitent pouvoir préparer le café chez eux. Ils demandent comment est-ce que le café se prépare et c'est incroyable. C'est pour ça que pour la page suivante, nous disons qu'il y a il faut qu'il y ait de plus en plus des actions qu'on doit implémenter. Donc, si vous pouvez passer à la page suivante. Voilà. Donc, oui, les actions que nous pensons qu'il faut implémenter, c'est promouvoir de la pépinière à la tasse, une chaîne de valeur au niveau local, surtout mécanisation et mutualisation au niveau des plantations, parce que l'acquisition des équipements communs comme les stations de lavage, pour les associations des femmes ou pour la communauté importante. L'un des problèmes, c'était que les femmes disaient qu'elles n'avaient pas accès aux usines pour décortiquer leur café. Et donc, si on fait en sorte que les associations des femmes puissent avoir des stations à elles, ce serait bien. Même des magasins de stockage au niveau local. Et donc, acquisition du matériel roulant pour acheminer leur production, qu'il y ait des laboratoires de dégustation dans les bassins de production pour que les planteurs soient initiés eux-mêmes à la dégustation, qu'ils sachent ce que les acheteurs veulent, qu'ils puissent déguster eux-mêmes leur café. Et voilà, nous avons entrepris dans notre plan d'action en 2019 de former les femmes du village à la préparation artisanale du café avec les moyens et les ustensiles de tous les jours, avec elles pouvaient écraser, décortiquer leur café avec du pilon, torréfier leur café dans les marmites, écraser le café à la pierre à café, mélanger le café avec du ginger ou du poivre ou de la citronnelle. Mais en tout cas, c'était pour nous de leur faire comprendre qu'elles n'avaient pas besoin d'un torréfacteur pour boire le café. Et donc, voilà. Éduquer quant aux vertus thérapeutiques et cosmétiques, surtout lier la caféiculture, qui est finalement un fonds culturel, à l'écotourisme et au développement économique. On imagine par exemple des femmes qui recevraient dans les plantations de caféiers des touristes et que ce soit le jour du marché, ces touristes vont aller au marché après avoir vu comment on transforme le café, etc. Donc, bref, bien sûr, attirer leur attention sur le réchauffement climatique parce que dans le fond, les plantations de caféiers restent ils ont un microclimat, il reste des puits de carbone parce que leur microclimat est toujours différent. Et enfin, promouvoir un café de niche des femmes, pourquoi pas? On ferait en sorte qu'on privilégie un contact entre les consommateurs des pays de consommation avec des productrices qui sont organisées dans les bassins de production. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais partager avec vous. Vous avez vu une photo des femmes, d'une association des femmes de café qui est apparue dans le journal, un journal de Rost. Et voilà, c'était ce que nous avions préparé pour partager. Merci.
Merci, merci beaucoup, Madame Hermine Patricia, pour l'excellente présentation. J'avoue que la participation est aussi encore très active. Il y a beaucoup de demandes, de questions dans la chat et peut-être pendant qu'on fait demande-réponse, on peut aussi lancer notre prochaine poll. J'invite les participants à y indiquer leur préférence dans le poll. Je vois qu'il y a une question spécifique sur le programme New Generation qui demande un peu la chair, le nombre de jeunes femmes qui ont pris en charge dans le programme pour les jeunes New Generation. Si vous pouvez un peu donner une idée de ce programme et de la participation des femmes. Donc, le programme New Generation, c'est un programme qui a été initié par le Conseil interprofessionnel du café et du cacao au Cameroun pour répondre aux problèmes de vieillissement des acteurs dans la production ou dans la filière café, parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, on a un problème de vieillissement et des plantations et vieillissement et des acteurs. Donc, dans le cadre du programme New Generation, il est question de former des jeunes et de cultiver en eux des vocations de caféiculteurs, surtout éloigner l'exode rural, faire en sorte qu'ils aient accès à la terre dans les localités de bassins de production et les accompagner pour, en leur donnant, offrant des moniteurs, des plaies de caféiers, oui, et en surveillant, en leur dotant d'outils nécessaires. Et quand on parle de New Generation, et effectivement, il est question de jeunes, et donc filles comme garçons, il faut savoir que c'est en même temps un programme qui est destiné aux filles comme aux garçons. Donc, on leur donne des petits moyens financiers juste pour les accompagner pour les besoins qu'ils peuvent avoir au niveau de cette initiation à la culture du café. Merci, merci Madame Hermine Patricia. Je pense qu'on peut aussi passer au prochain présentateur, mais on gardera à la fin un moment d'échange pour toutes les questions. Et je voulais aussi dire aux participants pour les questions qui restent, je vois par exemple il y a des questions spécifiques sur les financements, une question spécifique sur les coopératives. Ça, ce n'est pas la dernière séance qu'on a. On aura abordé aussi ces thématiques dans les prochaines séances. Alors, on va répondre ce qu'on arrive à faire, mais il y aura plus de temps pour partager plus dans les prochaines semaines. Et là, si jamais c'est les résultats des poules que vous avez fait, merci pour ça. Malheureusement, dans la registration, j'ai remarqué la semaine passée que le pool, on ne se voit pas, mais pour celui qui voit ça en direct, on voit que la plupart entre les participants a souligné l'importance des partenariats et collaborations pour vraiment favoriser la durabilité. C'est un peu en ligne avec ça que Madame Hermine Patricia vient de nous dire, l'importance des femmes dans tous les stages de la chaîne de valeur, pas que dans la production. On peut partager la présentation de notre troisième présentateur. Alors, je me réjouis d'avoir parmi nous Monsieur Stéphane Comard, président de la Specialty Coffees Association de France. Bonjour, bonjour à tous. Alors effectivement, je remercie la CRAM de m'avoir convié, de m'avoir donné la parole, de me donner la parole pour présenter un petit peu deux éléments. Alors aujourd'hui, je parle au titre d'une part de
si on peut reprendre voilà, si on, je parle à deux titres. D'une part, je suis économiste de formation, j'ai 57 ans, et je suis gérant d'une torréfaction qui est basée en France, à Pessac, qui est spécialisée sur les cafés bio et commerce équitable. La suivante, s'il vous plaît. Cette torréfaction s'appelle Café Michel. Elle est donc 100% bio, 100% commerce équitable. Elle travaille depuis 25 ans. On travaille avec une quinzaine de partenaires coopératifs, de coopératives partenaires, dans 12 pays différents, que ce soit en Amérique latine, en Afrique et en Asie. On distribue des cafés bio et équitables dans 2200 magasins en France et au Benelux. Donc, j'ai aussi ce parti pris d'être un torréfacteur. Et donc, je parle de parti pris parce que tout mon discours aujourd'hui va être un discours orienté, engagé, avec un certain parti pris. Et donc, je préfère prévenir les auditeurs aujourd'hui qu'il n'y ait pas de surprise. La deuxième casquette avec laquelle je parle, c'est la casquette de la SCA France. Évidemment, je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, la prochaine, s'il vous plaît, le coordinateur de l'Association française des cafés de spécialité, qui est une association membre de l'Association internationale des cafés de spécialité. Et cette association a comme finalité la promotion du café d'excellence en diffusant des cursus de formation. Alors, on a plusieurs cursus de formation qui ont plusieurs niveaux d'exigence. Il y en a un sur la torréfaction, il y en a un sur le café vert, il y en a un sur le barista, un autre sur le brewing, donc les méthodes douces d'infusion. On anime aussi un réseau de professionnels en France pour pouvoir créer une certaine émulation dans les acteurs du café. Et donc, on organise tous les ans, quand c'est possible, parce que cette année, avec la crise, on n'a pas pu le faire, mais les championnats de France du café permettent à chacun des acteurs français du café de se mesurer et de progresser dans une dynamique en général de collaboration entre les uns et les autres. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de notre appartenance à la SCA internationale, on diffuse du contenu et des travaux de recherche sur la qualité du café en général. Voilà. Alors, moi, je vais aborder cette présentation avec le point de vue d'un opérateur de commerce équitable engagé. Et donc, je commencerai déjà le premier constat quand on parle de durabilité et de résilience de la filière café. Le constat aujourd'hui, c'est que l'accroissement des inégalités économiques dans la chaîne de valeur et les impacts négatifs du dérèglement climatique ne permettent plus aux producteurs et aux productrices de dégager un revenu suffisant pour vivre décemment et pour aussi avoir un type d'agriculture qui soit durable, résilient. Donc aujourd'hui, le constat est là et on va peut-être étayer un petit peu ce constat avec quelques chiffres, mais aujourd'hui, on est dans une situation où il faut absolument, nécessairement, faire quelque chose. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, quand je parle d'inégalité dans la filière, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que la filière café est un bien de consommation qui est important. Hein, c'est une commodity qui est importante par son ampleur. On a un chiffre d'affaires qui représente plus de 2 milliards de dollars par an. Ce n'est pas négligeable, mais à qui profite ce chiffre d'affaires? À qui profite ce marché? Alors, si on regarde concrètement comment est structurée la filière, bien 35% de la récolte de café mondial est torréfiée par 10 grandes entreprises. Je ne veux pas les citer, sauf si vous le souhaitez, mais bon, elles sont connues, Lavazza, JDE, Nestlé. Voilà. Donc, il y a quand même un goulot d'étranglement qui se passe au niveau de la transformation du café vert. Et puis, si on regarde un tout petit peu plus en détail, on s'aperçoit que 55% du café vert est commercialisé, donc là sur la partie négoce, par 5 grandes firmes de négoce. Donc forcément, cette structure déséquilibrée entre une quantité très importante de petits producteurs et quelques opérateurs peu nombreux à certains niveaux de la filière provoque forcément
un déséquilibre au profit, bien évidemment, des gens qui ont le plus de pouvoir. En France, par exemple, on s'aperçoit que 3 grands groupes se partagent 80% des ventes aux consommateurs. Et forcément, dans ce cas-là, la partie la plus importante de la valeur ajoutée créée par le café, elle revient aux gens qui sont le moins nombreux et qui maîtrisent le plus la filière. Donc ça, c'est quelque chose, suivante, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'on peut constater de manière encore plus importante avec les évolutions récentes. Depuis 20 ans, les distributeurs, les torréfacteurs et les distributeurs, donc ce petit nombre d'intervenants, a généré plus d'1 milliard d'euros de revenus supplémentaires. Donc, par rapport aux 200 milliards dont je parlais tout à l'heure, en 20 ans, il y a eu une augmentation d'1 milliard qui s'est créée essentiellement auprès des torréfacteurs et des distributeurs. Alors ça, il y a des explications qui sont assez précises, je vais revenir tout à l'heure. Mais sur ces milliards créés supplémentaires, il n'y en a que 4% qui revient aux producteurs. Donc la valeur ajoutée qui a été créée sur le marché, sur la partie aval du marché, ne bénéficie que très peu aux producteurs. Et donc, forcément, dans ces conditions-là, le revenu des caféiculteurs stagne, voire baisse. Et donc, les conditions de vie se dégradent. Et en plus, les producteurs subissent les effets du dérèglement climatique qui, dans la réalité des faits, n'a pas été provoqué par ces producteurs. Donc, aujourd'hui, il y a une double punition qui arrive sur les producteurs. D'une part, ils ne bénéficient pas de l'augmentation de la valorisation du marché. Et le second point, c'est qu'en plus, ils subissent les contreparties du développement industriel qui se déroule dans un certain nombre sur un certain nombre de continents, qui sont les continents souvent les continents consommateurs. Alors, juste pour éclairer peut-être d'une manière un peu plus précise ce que je dis, et notamment sur cette création de valeur ajoutée supplémentaire, je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre très facilement. Il y a quelques années, quand on consommait 1 kilo de café, on allait payer grosso modo en France 15 € le kilo, et c'était un prix qui était relativement bien payé. Aujourd'hui, le changement des modes de consommation et notamment le développement de la capsule, qui a été une invention très, très intéressante pour et le consommateur qui a trouvé son compte, mais aussi pour les fabricants de capsules, et bien le même kilo de café, au lieu d'être vendu 15 €, il est vendu 45 €. Donc cette création de valeur, elle vient aussi de là, et c'est une création de valeur qui est essentiellement destinée aux fabricants et aux torréfacteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est le constat. On en fait ce qu'on en veut, on le trouve injuste ou pas injuste, mais en tout cas, c'est la réalité aujourd'hui de la situation. Plus on crée de la valeur, plus cette valeur, elle est concentrée sur un minimum d'opérateurs, et c'est souvent, pour ne pas dire exclusivement, les opérateurs qui sont en aval de la filière, donc c'est les transformateurs et les distributeurs. Suivante, s'il vous plaît. Alors, bien évidemment, pour remédier à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, c'est comment faire pour changer ce paradigme, comment faire pour rétablir une filière organisée, une filière qui soit plus équitable et qui bénéficie à tout le monde et qui permette de faire le challenge du changement climatique. Parce que ce changement climatique, il touche tout le monde et il importe de faire quelque chose sur ce changement climatique, que ce soit pour les producteurs, bien évidemment, parce que c'est eux qui en souffrent le plus aujourd'hui, mais aussi pour les consommateurs, puisque c'est des questions que le consommateur se pose de plus en plus, et il se pose la question de savoir quel type d'habitude de consommation il peut développer pour favoriser une amélioration
ou réduire son impact sur le changement climatique. Donc, il y a grosso modo des grands axes sur lesquels on peut travailler. Il y a un encadrement des prix et une meilleure répartition de la richesse. Alors, bien évidemment, mon rôle n'est pas ici de dire qu'il faut rétablir un encadrement et des régulations draconiennes sur les marchés, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable. On ne peut plus diriger des marchés puisqu'on est dans une ère de la libéralisation, et quelque part, tant mieux, puisque c'est ça à quoi aspirent les peuples. Par contre, on peut quand même se poser un certain nombre de questions sur les prix aux différentes étapes des filières et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même un rétablissement d'une certaine égalité pour les gens qui travaillent sur cette filière et que chacun puisse avoir la rémunération qu'il mérite et qui lui permette de vivre correctement. Enrichir une partie de la filière au détriment des autres, ce n'est pas durable, ce n'est pas viable. Donc, quand je parle d'encadrement des prix, je parle surtout de ça, de se poser les questions de savoir à quelles conditions un producteur est capable de produire du café, de le mettre sur le marché en pouvant vivre décemment de son travail et en préservant l'environnement et la nature avec des techniques agricoles qui lui permettent de préserver l'environnement et de travailler sur le long terme. Alors, bien évidemment, je vais être un peu contre la tendance générale, mais je pense que c'est important. Sur cette notion de prix, je pense qu'il est fondamental de revenir sur ces préceptes d'économie de marché en se disant le prix de vente, il est déterminé par un équilibre entre le marché, entre les consommateurs, la demande, l'offre et la demande. Je pense que comme dans un produit manufacturé en Europe, on calcule un coût de revient, je pense qu'il est nécessaire et maintenant obligatoire de se dire que pour les produits agricoles, il faut impérativement calculer des coûts de revient et vendre les produits agricoles forcément au-dessus du coût de revient. Si on vend les produits agricoles sur des prix fixés de manière aléatoire par des marchés, on va probablement, dans un certain nombre de cas, les vendre à des prix inférieurs au coût de revient. Ça veut dire que les gens qui vont produire ces produits vont s'appauvrir. Comment ça va se traduire? Soit par un travail qui ne sera pas rémunéré, un travail de la famille qu'on ne va pas rémunérer, ou bien un prélèvement sur la nature en augmentant les surfaces ou en malmenant la nature. Et donc, de toute façon, il y aura un prix à payer qui ne sera pas payé par le consommateur tout de suite, mais qui sera payé par l'ensemble des consommateurs à moyen terme. Et c'est ce qu'on est en train de vivre avec le dérèglement climatique. Donc, les prix, quand on parle d'encadrement de prix, moi, je parle surtout de calcul de prix pour qu'on puisse permettre aux gens qui travaillent de vivre décemment de leur travail. Et donc, à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, forcément, la valeur ajoutée créée par l'ensemble de la filière va nécessairement se répartir, puisque le consommateur, même si aujourd'hui en Europe, on s'aperçoit que le consommateur est prêt à payer un peu plus cher pour des produits qui sont soit bio, organiques, soit qui sont respectueux de l'environnement. Et ça, aujourd'hui, toutes les études de consommation montrent que le consommateur européen est prêt à payer plus cher. Il y a quand même une limite. On ne peut pas imaginer vendre un kilo de café beaucoup plus cher que les 45 € dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a un encadrement entre ce que le producteur doit forcément percevoir pour son travail et ce que le consommateur sera prêt à payer. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir rebattre les cartes. Et donc, cette notion de coût de revient, je pense qu'elle est fondamentale et je pense que l'ensemble des producteurs et que les institutions qui appuient et qui encadrent les producteurs devraient remettre au goût du jour. Il serait de bon ton que l'ensemble des producteurs de café, que ce soit des cafés Arabica ou des cafés Robusta, puissent dire moi, mon café, quand je le produis, ça me coûte 3 € le kilo, et donc je suis
nécessairement obligé de le vendre plus de 3 € le kilo. Sinon, je suis dans un cycle qui n'est pas vertueux, qui est même néfaste. Tout ce qui est agroforesterie. Aujourd'hui, pour réduire les impacts du changement climatique au niveau agricole, il n'y a pas beaucoup de solutions. Les solutions qui existent et qui sont prouvées sont le développement de l'agroforesterie. C'est important pour plusieurs raisons. D'une part, pour augmenter la biodiversité des espèces cultivées. Le jour où il y aura un problème, où il y a un problème sur le café, le producteur sur sa parcelle va avoir des cultures vivrières, va avoir peut-être une autre culture de rente qui va pouvoir lui procurer un revenu monétaire. Et donc, il y a la possibilité dans le développement de l'agroforesterie de diversifier la production, c'est important. Ça permet de régénérer des biotopes qui sont plus diverses. Et donc, on va avoir un certain nombre d'auxiliaires de l'agriculture, que sont un certain nombre de végétaux qui vont permettre d'enrichir les sols et d'animaux ou d'insectes qui vont permettre de combattre certains prédateurs et donc recréer des biotopes biodiversifiés. C'est une source de durabilité dans l'avenir. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, aujourd'hui très importantes de développer pour pouvoir minimiser les effets erratiques du changement climatique, notamment. Et je m'appuie là-dessus sur l'expérience qu'on a dans différents pays sur le développement de la rouille, notamment en Amérique latine, où on s'aperçoit que les pays qui ont le mieux résisté à cette infestation de la rouille liée à des changements climatiques très importants, notamment El Niño et puis des variations de pluviométrie très, très importantes, et ben les pays producteurs et les régions productrices qui ont le mieux résisté à cette infestation sont ceux qui ont développé une agriculture, un type d'agriculture agroforestière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir apprendre de l'expérience et pouvoir le diffuser. Et donc c'est quelque chose d'important. En Afrique, on parle d'agroforesterie. Sur le café, c'est souvent le cas. Donc là-dessus, il faut bien évidemment continuer à développer l'agroforesterie dans la filière caféière, mais c'est souvent le cas et c'est déjà une bonne chose. Bien évidemment, la troisième dimension, c'est de s'appuyer sur le consommateur, parce que pour pouvoir faire fonctionner le mécanisme économique, il faut que les consommateurs soient enclins, soient volontaires pour orienter leur consommation vers des produits durables. Et alors, je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre de mécanismes, et alors là, je rentrerai dans le commerce équitable. Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas la solution unique, mais en tout cas, à mes yeux, les mécanismes du commerce équitable sont des mécanismes qui favorisent les grands axes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, je rappelle très rapidement cette notion de prix rémunérateur. Donc, ça fait partie des mécanismes du commerce équitable. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de label ou de certification, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question de faire de la promotion pour tel type de label ou tel type de label. Par contre, les mécanismes qui sous-tendent le commerce équitable et qui aujourd'hui montrent un certain nombre de résultats positifs, c'est important de les rappeler et de le remémorer. Donc, le prix rémunérateur aux producteurs, c'est un prix qui est basé sur un coût de revient, qui permet aux producteurs de vivre décemment, mais aussi d'avoir une pratique agricole respectueuse de l'environnement. Et pour ça, il faut qu'il ait les moyens. On parlait aussi tout à l'heure de qualité. Emmanuel a évoqué la présentation de la semaine dernière qui était très intéressante. Effectivement, pour pouvoir assurer une viabilité économique d'une filière, il faut travailler sur la qualité, il faut pouvoir répondre aux attentes des consommateurs, et ça se passe par un travail sur la qualité. Pour faire ce travail de qualité, il faut avoir une rémunération correcte, décente. On a évoqué aussi, et ça je suis très content que
ce soit évoqué en dehors des principes du commerce équitable, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est l'engagement commercial le plus direct possible et pluriannuel. La relation entre des producteurs et des metteurs en marché, des torréfacteurs par exemple, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est ça qui va créer un lien vertueux de production sur la filière. Un consommateur va provoquer un certain nombre de réactions, il va émettre un certain nombre d'attentes, le torréfacteur va pouvoir les saisir, les enregistrer et les répercuter au producteur. Et le producteur va pouvoir adapter sa manière de produire pour pouvoir répondre à ses attentes. Et c'est en répondant à ses attentes qu'il va pouvoir valoriser sa production. Donc le fait de créer des engagements directs entre des transformateurs, des metteurs en marché et des producteurs, c'est une chose qui est très importante. Cette relation commerciale, elle est très importante et elle doit, si on veut pouvoir donner un horizon et aux producteurs et aux consommateurs, il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. Donc on parle de relations pluriannuelles. Qu'aujourd'hui, nos filières, comme elles sont organisées aujourd'hui, ne permettent pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un travail important à faire. Si on veut pouvoir développer de la durabilité et de la résilience, il faut qu'il y ait une relation le plus directe possible entre les metteurs en marché et les producteurs. Bien évidemment, il y a un travail de renforcement et d'organisation des producteurs pour qu'ils puissent acquérir une plus grande autonomie. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la structuration actuelle de la filière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une filière qui est complètement déséquilibrée avec une quantité très, très importante de producteurs par le monde, qui sont des petits producteurs et qui sont face à des entreprises, des grandes entreprises, qui sont très peu nombreuses et qui structurent le marché forcément pour leur bien à elles et pas forcément pour le bien des producteurs. Donc, il faut aussi que les producteurs s'organisent, il faut qu'ils gagnent en autonomie, il faut qu'ils gagnent en pouvoir de décision sur leur filière. Donc, ça passe forcément par une organisation et par le renforcement des organisations. Renforcement des organisations de producteurs, renforcement d'organisation de producteurs, donc au niveau national, et pourquoi pas au niveau régional, pour pouvoir représenter les producteurs au niveau régional sur tous ces aspects-là. Suivante, s'il vous plaît. Les trois autres points importants, c'est bien évidemment la transparence et la traçabilité des filières. Quand on parle de relations le plus directes possible, pour garantir que cette relation soit le plus directe possible, il faut qu'il y ait une transparence et il faut qu'il y ait une traçabilité. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que le consommateur apprécie de plus en plus. Quand il regarde un produit, le consommateur a envie, aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit. Qui est derrière ce produit? Qui est le producteur de ce produit? Ça, c'est quelque chose, nous, sur notre expérience personnelle, professionnelle, disons, sur les paquets de nos cafés qui sont vendus dans les magasins, on met le nom et la localisation de la coopérative avec laquelle on travaille et le consommateur apprécie. Et c'est vrai que quand on a des retours de consommateurs sur notre site web notamment, c'est un élément marketing, certes, mais c'est un élément qui rassure le consommateur et qui permet au consommateur de donner une information qui est importante pour lui sur l'origine du produit et de se sentir plus impliqué dans son acte d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Pour nous, la traçabilité, elle doit être 100% physique entre l'amont et l'aval. Alors, bien évidemment, tout ça, ça ne se fait pas sans moyens. Il faut rajouter un petit quelque chose pour accompagner tout ce processus. Il y a donc la nécessité de verser un surprix pour financer le développement, la qualité et la conversion en bio. Dans les systèmes actuels de commerce équitable, il y a toujours une prime supplémentaire qu'on appelle la prime de développement et qui vient accompagner les coopératives pour mettre en place des dispositifs qu'eux-mêmes choisissent. Dans certains cas, les coopératives préfèrent développer
des stations de lavage pour gagner en qualité de produits finis, quoi, de produits de café vert. D'autres coopératives préfèrent investir sur du stockage parce qu'elles ont aussi un intérêt et s'aperçoivent que c'est important dans leur processus d'avoir des capacités de stockage. Dans d'autres cas, les coopératives préfèrent investir dans de la formation. Donc ça, ce surprix pour le développement doit être payé par le consommateur. Nous, on en est convaincus parce que c'est aussi ça qui fait qu'il s'engage dans une consommation responsable. Mais c'est à la coopérative de décider de son utilisation parce que personne d'autre mieux placé pour décider comment bien utiliser cet argent. D'ailleurs, sur le développement de la bio, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a une prime bio supplémentaire hein, dans les systèmes de commerce équitable. Quand le commerce équitable fixe un prix minimum à ne pas dépasser, eh ben, on rajoute 20 $ du quintal ou 30 $ du quintal ou 40 $ du quintal pour pouvoir encourager les conversions en bio. Bien évidemment, la bio, ça se fait, c'est important, c'est une attente du marché, mais c'est coûteux, ça demande de la formation, ça demande de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, et donc ça doit s'accompagner par un surprix. Et aujourd'hui, la bio l'a bien compris, hein, puisque la bio est prête pour garantir des produits bio, est prête à payer plus cher ces produits pour pouvoir s'assurer de la qualité bio auprès des producteurs. Et bien évidemment, il faut parler de sensibilisation des consommateurs, parce que si on veut que la chaîne fonctionne jusqu'au bout, et si on veut aussi que les pouvoirs publics soient engagés dans cette dynamique et trouvent des financements pour accompagner, il faut que le consommateur soit là et le demande, l'attende. Parce que s'il n'y a pas de demande de consommateurs, les pouvoirs publics auront tendance à mettre d'autres priorités dans les dépenses, alors que si c'est une attente des consommateurs qui sont en même temps les électeurs hein, dans une grande part des pays, eh bien, les pouvoirs publics vont se dire il faut qu'on satisfasse les consommateurs qui sont aussi nos électeurs et vont pouvoir participer au financement de ces filières qui sont vertueuses. On peut passer à la suivante. Alors, effectivement, on m'avait demandé d'évoquer ce problème d'égalité homme-femme. Et alors là aussi, j'ai pris un parti pris engagé, puisque la semaine dernière, quand j'ai participé, quand j'ai écouté le webinaire, je me suis amusé à regarder un petit peu qui étaient les participants et les participantes. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même une très, très grande majorité d'hommes. Et donc, je me suis dit, effectivement, on parle de café, on parle de promotion du café, on parle de promotion du genre, et il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette assistance. Aujourd'hui, j'ai fait le même exercice au début, et je suis quand même très content de voir que le nombre de femmes présentes aujourd'hui est plus important. Il n'est pas égal. Hein. Donc, on a encore un travail important à faire. Pour parler d'égalité homme-femme, on est encore loin du compte. Si on pouvait faire un petit sondage et qu'on pouvait quantifier le nombre de femmes présentes et d'hommes présents, je suis sûr qu'il y a une grande majorité d'hommes et c'est bien dommage. Je suis très content qu'il y ait beaucoup d'hommes, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Ça aurait été une chose qui était importante. Parce que effectivement, aujourd'hui, 70% des personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour sont des femmes. Donc les femmes sont quand même aujourd'hui les personnes les plus délaissées, notamment dans les filières agricoles. Il ne faut pas avoir de scrupules à dire que ce problème d'égalité des genres, il est partout, il est dans le monde. Hein, il est en Europe, en France. Cette égalité, elle n'est pas acquise. Hein, quand on regarde le nombre d'hommes et de femmes dans notre Assemblée nationale, ben on s'aperçoit que même si on a des politiques qui encouragent sévèrement l'égalité, on n'y est pas encore. Donc c'est quelque chose qui est sur lequel il faut absolument, de manière systématiquement maintenant, avoir en tête. Il faut rentrer dans une logique d'égalité homme-femme, coûte que coûte. On ne pourra pas
mettre en place des mécanismes de développement si on laisse la moitié des effectifs sur le côté. Donc, je dis ça, je suis un petit peu mal à l'aise en disant ça parce que je suis un homme, mais je pense que c'est fondamental que les hommes aussi prennent ce combat, cette lutte à leur compte et développent des arguments pour pouvoir développer cette égalité des femmes. Alors, si on faisait un petit sondage, on peut passer effectivement. Voilà, avant, j'avais encore avant. Voilà, je m'étais dit qu'on pouvait se poser peut-être 3 questions pour illustrer ce manque d'égalité. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes présents aujourd'hui dans ce séminaire? Donc, plus que la semaine dernière, et c'est tant mieux, mais on n'est pas encore à parité. Combien de femmes dans les speakers? On était 3 speakers, il n'y avait qu'une femme. Sur un sujet comme celui-là, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une majorité de femmes. Et puis, combien de femmes ont participé au choix des thématiques? Parce que les femmes, elles ne sont pas là non plus que pour être speakers, elles peuvent aussi identifier des sujets importants et les porter à la connaissance de l'assistance. Et donc, c'est aussi important dans les instances de décision que les femmes soient présentes. Donc, pour ce faire, il y a effectivement, je passerai à la suivante, des solutions. Je ne vais pas revenir sur tous les programmes qui existent parce qu'il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Maintenant, dans tous les projets de développement, à différentes instances, et je suis très agréablement surpris qu'il y ait une section genre à la CRAM, et je trouve que la présentation qui nous a été faite précédemment est très instructive et très intéressante. Et si toutes les organisations professionnelles dans le milieu agricole pouvaient avoir cette dynamique-là, eh ben, je pense que ça serait une très, très bonne chose. Donc, je reprends juste les principaux principes. Donc, c'est se former à la question du genre. Et ça, se former, c'est pour les femmes, bien évidemment, mais c'est surtout pour les hommes. C'est les hommes qui en ont le plus besoin. Savoir échanger régulièrement sur cette thématique de l'égalité entre partenaires, parce que les gens vont aborder cette problématique différemment d'une culture à l'autre. En Europe, on aborde l'égalité des genres d'une certaine façon. En Afrique, avec le contexte socioculturel, on va avoir une autre façon d'aborder cette problématique et c'est très bien. Et la richesse, c'est de pouvoir échanger entre ces cultures, de pouvoir se servir des enseignements de l'un et de l'autre. Bien évidemment, il faut promouvoir la réalisation des diagnostics genre à toutes les étapes. Là, ça a été dit aussi par la speakeuse précédente. La question du genre, elle se passe à tous les niveaux, que ce soit à toutes les étapes, que ce soit la production, que ce soit dans le négoce, que ce soit dans la dégustation, que ce soit dans la commercialisation du café, que ce soit dans les instances d'encadrement et d'appui à la filière café. Bien sûr, et identifier les leviers de changement. Il faut promouvoir la culture d'égalité. Ça, c'est quelque chose qui est très importante. Il faut que ça soit maintenant quelque chose de systématique. Il faut que l'égalité des genres soit quelque chose de courant, comme boire une tasse de café, par exemple. Et puis, intégrer l'égalité dans les systèmes de suivi-évaluation, parce que ce n'est pas quelque chose de gagné du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif qui s'améliore toujours de jour en jour. Et donc, il faut pouvoir le monitorer, l'améliorer, l'évaluer et réussir à construire l'étape suivante. Et ça fait partie donc des systèmes de suivi-évaluation qu'il faut mettre en place. Voilà, je vous remercie et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Kumar. C'est nous, en fait, qui on vous remercie, à vous et à tous les autres intervenants de cette séance. Là, ça me ressemblait qu'on était même avance avec l'heure, mais je vois le temps s'est passé super vite, 7h30. Je pense qu'on avait quand même le temps pour peut-être 1 ou 2 questions. Il y avait une remarque très bonne dans la chat qui disait que l'accès à l'éther, c'est certainement un premier défi pour les femmes, une raison qui des fois exclut les femmes. Vous avez déjà touché des commentaires qu'il y a, mais s'il y a quelqu'un
qui veut prendre la parole? On se réjouit d'avoir parmi nous des représentants, pas seulement l'intervenant d'aujourd'hui, mais des autres représentants de la International Women in Coffee Association, comme vous venez de dire. On souhaite de faire encore plus reach out de ça. Et peut-être pendant qu'on lance notre dernier poll, si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, messieurs, Couton, le président de la CRAM, à vous la parole. Ah, attendez, vous êtes muté. Votre microphone ne marche pas. Vous êtes en mute. Bon, je ne sais pas. Ah, ça marche. Ça marche, oui. Oh, merci Martina. En fait, je voudrais remercier le troisième intervenant, c'est à la personne de M. Stéphane Pomar, qui a fait vraiment une très bonne présentation et qui a naturellement valorisé le genre. Bon, vous avez compris qu'au niveau de la CRAM, c'est la priorité même dans nos différentes activités. C'est vrai que la préoccupation la plus importante, Madame Patricia l'a évoqué, c'est l'accès aux terres, parce que c'est un vrai problème. Il est vrai qu'au niveau du Togo, nous avons fait une relecture du foncier. Et cette relecture nous a permis, bien entendu, de permettre aux femmes de pouvoir accéder mieux à l'outil de travail, c'est que les terres. Mais ce n'est pas encore le cas dans d'autres pays. Alors, c'est une préoccupation que nous devons aussi soutenir dans une dynamique au sein de la CRAM. C'est ce que je voulais dire justement, parce que sinon, la présentation est très bonne et ça va vraiment nous servir encore dans l'amélioration et dans les échanges au cours de nos travaux au sein de la CRAM. Je voudrais aussi saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier Patricia pour vraiment tout ce qu'elle fait au sein de la CRAM et toute sa grande contribution, bien entendu. Et je voudrais aussi remercier également le premier intervenant, Emmanuel Diaz, pour sa présentation. Il y a aussi une bonne présentation très enrichissante. Donc, voilà ce que je voulais dire, mais aussi profiter encore pour présenter mes condoléances à Mme Ndoya pour vraiment la détresse dont elle a été l'objet, c'est-à-dire le retour à l'union éternelle de son mari. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu prendre la parole, en fait. Merci aussi à Martina Bozola pour vraiment la façon dont elle anime ses travaux. Merci, merci le président, merci monsieur Bouton. Et pour cette remarque, on voit monsieur Denis Sodieux de l'ICO se réjouit que vous êtes aussi aujourd'hui avec nous et on vous donne la parole. Merci, merci madame. Ma question va particulièrement à l'endroit de monsieur Stéphane. Je voudrais savoir quels sont vos clients dans le cadre de l'achat de café bio, quels sont vos clients dans les pays producteurs? Ce sont des coopératives ou des producteurs individuels? Merci. Merci. Alors, effectivement, nous, on achète exclusivement à des coopératives. Alors, on a la particularité nous-mêmes d'être une coopérative de salariés, ce qu'on appelle en France une SCOP, c'est une coopérative de salariés. Notre outil de travail, notre entreprise appartient aux gens qui travaillent dans l'entreprise et on travaille avec des coopératives dans l'ensemble, sur les différents continents. Donc, c'est tous des coopératives. Alors, pas forcément des coopératives au sens légal du terme, mais c'est des groupements de producteurs.
ça peut être une association professionnelle, ça peut être voilà, on a des coopératives agricoles, mais on travaille avec des producteurs organisés. Ah, ok. Dans la plupart des cas, ce sont des coopératives, mais ce n'est pas exclusif. On peut travailler aussi avec d'autres statuts juridiques, mais c'est toujours des producteurs organisés. Merci. Je vous remercie. Je voudrais rassurer toute l'audience qui, là, on a dépassé un peu le temps à disposition, mais qu'on aura continué cette intéressante discussion. Dans les prochaines semaines, on se prend un petit break la semaine prochaine, mais on va retourner dans 2 semaines. Là, on regardera les résultats des polls aussi. Et tout le monde va recevoir une invitation par email avec un lien et des informations sur le topic et les speakers de la prochaine séance dans 2 semaines. Et, merci encore à tous les intervenants. Merci honorable Hermine Patricia Gioia. Merci, Monsieur Diaz, Monsieur Comar. Merci le président Gouton et tous les membres de l'ACRAM qui sont nombreuses aujourd'hui à ce séminaire. Merci pour l'intervenant aussi à Monsieur Sodeux qui va être aussi un des speakers dans les prochaines séances. Alors on se réjouit déjà gentiment confirmer sa contribution. Alors je pense qu'on vient à terminer cette séance. Il y a une question sur les présentations. Oui, le vidéo, ça va être mis sur le channel YouTube de l'International Trade Center. Merci. Okay. Thanks. Merci.